Chers amis de Def News TV, bonjour, Boni Félix Niangoran. Nous sommes à la première de notre émission Politiki qui parlera de l'actualité politique internationale. Et pour cette première de notre émission, j'ai le plaisir de recevoir sur mon plateau M. Kassoum Bienvenu, porte-parole du MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès, parti du Burkina Faso. Bienvenue, bonjour. Bonjour. Alors, heureux de vous revoir sur ce plateau après une première rencontre que nous avons eue. Vous appartenez à un parti qui est dirigé par M. Marc Roch Christian Kaboré. Le Burkina a connu une période assez agitée dans ces derniers temps, notamment avec le putsch orchestré par le RSP, avec à sa tête le général Gilbert Diendéré. Putsch qui a été terminé, qui a été fini dans un contexte assez particulier. Quel enseignement peut-on tirer par rapport à cette situation? Alors, bonjour tout le monde, bonjour les auditeurs donc, de Def News TV. Je suis donc Kassoum Benegda, porte-parole du Mouvement du Peuple pour le Progrès en France. Alors effectivement, le Burkina Faso a traversé 2 semaines assez cruciales, dues donc à l'intrusion du RSP lors du Conseil des ministres du 16 septembre dernier, où ils ont pris en otage en fait le Conseil des ministres, en l'occurrence le président du Faso, suivi de son premier ministre, et 2 autres ministres qui ont été retenus pendant 24 heures, même 48 heures. Et à l'issue de cela, il y a eu des violences perpétrées par les éléments du RSP à l'endroit de la population civile. Et nous déplorons donc une dizaine de morts. Il y en a qui disent 11, il y en a qui disent 17 en fonction des chiffres, et plusieurs centaines de blessés. C'est l'occasion aussi pour le MPP aujourd'hui de s'incliner sur la mémoire de ces victimes et de souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Le bilan aussi économique est assez lourd pour le pays. Et notamment les pertes douanières et tout ce qui est lié au recouvrement des impôts, et même pour les particuliers. Mais aussi il y a eu des saccages de domiciles. Par exemple, le premier vice-président du MPP, son domicile a été touché par une roquette lancée donc par les éléments du RSP. Et puis le deuxième vice-président, qui est Simon Compaoré, l'ancien maire de Ouagadougou, a vu son domicile saccagé par les éléments encore du RSP. Voilà donc brosser très vite le bilan en fait de ces événements-là, qui du reste a mobilisé quand même la communauté internationale, notamment la CEDEAO, qui a dépêché, on va dire, 2 présidents lors de la première semaine, à la personne de Macky Sall et de Yahi Boni, qui sont donc venus au Burkina pour essayer de proposer une sortie de crise. Sauf que la feuille de route qui avait été proposée par Macky Sall, en l'occurrence, n'a pas été donc acceptée par la population burkinabé, parce qu'il y avait 2 propositions, à savoir l'amnistie proposée aux putschistes, et puis donc qui avait été proposée aux putschistes n'a pas retenu en fait l'assentiment du peuple burkinabé. Donc il y a eu encore une mobilisation spontanée de la population pour dire non, on ne peut pas amnistier des gens qui sont venus donc tuer des civils avec des armes lourdes, des armes de guerre. Et donc il a fallu que le peuple burkinabé prenne ses responsabilités une deuxième fois pour lancer l'appel des forces loyalistes qui sont venues à renfort de la population. Et c'est donc en négociation avec le RSP et les forces loyalistes devant le Moronaba, qui est le chef traditionnel des Mossi, qu'un accord de sortie de crise a été trouvé pour la première semaine. Et la deuxième semaine, on a vu que le RSP a refusé en fait de déposer les armes comme il était prévu. Et ça tiraillait encore. Il y a eu des discussions jusqu'à ce que le général en chef, donc le Diendéré, aille se réfugier à l'annonce apostolistique. Et finalement, donc, la reddition a été validée le 1er octobre dernier. Et c'est comme ça donc, que la crise, on va dire, a pris fin. Et le Burkina est en train de renaître en fait, de cette période de crise. D'accord. Vous êtes le porte-parole du MPP en France. Aujourd'hui, reddition du général Diendéré, chef des putschistes.
rétablissement des autorités de la transition, est-ce qu'on peut dire que le Burkina revient de loin? Effectivement, on peut dire que le Burkina revient de loin parce que les 2 semaines que nous avons connues, nul ne pouvait présager de l'issue en fait, de ces 2 semaines. On s'attendait, il y a beaucoup de pays même qui pensaient déjà que c'était le chaos, ça allait être la guerre civile. Même à un moment donné, la CEDEAO avait préconisé de nous ramener, de nous envoyer en fait des forces tampons. Mais encore une fois de plus, le peuple burkinabé a montré sa grandeur d'esprit et son sens d'intégrité, et qui sont des valeurs en fait qui animent ce peuple. Et on peut dire effectivement qu'on vient de loin vu que la transition a été remise en place et que l'économie, en tout cas la vie courante est en train de repartir. D'accord. Mais il y a une chose aussi que les braves populations burkinabées attendent véritablement. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une partie des ex-CDP qui se retrouvent pratiquement en clandestinité, si je peux m'exprimer ainsi, étant donné que l'ensemble de leurs leaders sont soit en exil ou soit tapis dans l'ombre, et qu'il y a une vaste population burkinabé en Côte d'Ivoire de l'ordre de 3,5 millions à peu près, si les estimations sont bonnes, qui se retrouvent du côté de la Côte d'Ivoire. Ne craignez-vous pas que les déserteurs du RSP et autres qui sont peut-être en acquaintance avec les membres du CDP puissent être, par rapport à la Côte d'Ivoire, qui est justement l'un des pays phares avec lesquels il y a vraiment un lien séculaire, puissent revenir autrement? Effectivement, la question se pose comment ils comptent revenir. Si c'est replier en Côte d'Ivoire comme base arrière et puis réattaquer le Burkina à nouveau, effectivement, là, nous répondrons comme nous avons toujours répondu. Mais pour aller plus en profondeur sur votre question, effectivement, le Burkina a des liens séculaires avec la Côte d'Ivoire. C'est un pays frère, c'est comme 2 frères siamois, on est inséparables. La Côte d'Ivoire a besoin du Burkina comme le Burkina a besoin de la Côte d'Ivoire. Mais que les ex-CDPistes utilisent la Côte d'Ivoire comme base arrière, soit. Toujours est-il que le Burkina Faso, en tant qu'État, nous sommes prêts à répondre des attaques d'où qu'ils viennent. Maintenant, il y a quelque chose que vous avez souligné, vous avez dit qu'ils sont en clandestinité. Personne ne les a envoyés en clandestinité. Ils sont bien entendu attendus au Burkina. Ils peuvent continuer leurs activités politiques. Seulement, il y a des individus qui ne peuvent pas prétendre à être président au Burkina ou à être députés. Sont de ceux-là l'ensemble des députés de l'ex-majorité qui ont soutenu le projet de modification de l'article 37 et l'ensemble des ministres qui ont voté, en fait, qui ont adopté le projet de modification de l'article 37 le 21 octobre 2014. Ce sont ces éléments, ce sont ces personnalités-là qui sont frappées d'inéligibilité. Mais cela ne veut pas dire qu'ils doivent quitter le pays ou qu'ils sont rejetés par la population. Ils sont libres de mener leurs activités tranquillement. Donc, ils n'ont pas besoin d'être en Côte d'Ivoire pour se préparer outre mesure pour lancer une quelconque offensive. D'accord. Le général Diendéré, chef des putschistes, a été arrêté. Aujourd'hui, vous n'êtes pas encore aux affaires en ce qui concerne votre parti, le MPP. Est-ce que vous pouvez dire un mot, ou qu'est-ce que vous attendez véritablement en tant que parti qui aspire justement à diriger, à venir au pouvoir si des élections ont lieu dans les mois à venir? Nous, en tant que parti politique au MPP, ce qui nous incombe, c'est que la justice soit dite. Il y a beaucoup de personnes au Burkina, il y a une partie de la population qui avait souhaité, par exemple, que le général soit liquidé, soit tué, ainsi de suite. Mais nous, en tant que parti politique, démocrate et républicain, ce que nous souhaitons, c'est que le général soit traduit devant les juridictions compétentes et que la justice soit dite. En la matière, en ce qui concerne le général Diendéré, on peut dire que c'est la boîte noire du régime Compaoré, puisque c'est quelqu'un qui a été là depuis le coup d'État d'octobre 87, qui a accompagné Blaise Compaoré. Son nom est cité dans l'assassinat de Thomas Sankara, son nom est cité dans l'assassinat de Norbert Zongo, et son nom est cité dans beaucoup de crimes au Burkina, des crimes économiques et surtout des crimes de sang. Donc il est important que ce bonhomme puisse répondre un jour de ses faits et actes.
Et nous, en tant que parti politique, le MPP, notre souhait, c'est de voir ce général-là devant la juridiction, les juridictions compétentes. Quand je dis juridictions compétentes, parce que il faut savoir que la personne du général Diendéré, c'est quand même quelqu'un d'assez mythique et son nom est cité dans plusieurs crimes. Il est par exemple cité pour les crimes, la guerre en Guinée, en Sierra Leone, en Libéria. Il a des acquaintances avec AQMI et les MNLA. Voilà, il a aussi été lié à des crimes économiques au Burkina et des crimes de sang, comme ce que je viens de citer. Donc, si on prend ces aspects-là, ça relève de la CPI. Même là, le coup d'État qui vient d'être perpétré à partir du 16, là, où il y a eu une dizaine de morts, ce sont des civils qui ont été attaqués avec des armes de guerre. Ça, c'est passible du tribunal pénal international. Mais après, le tribunal militaire aussi du Burkina peut se saisir de l'affaire, parce que c'est un militaire avant tout, et qui a été donc à l'origine d'un coup d'État. Donc on peut dire que c'est une faute professionnelle, et en ce titre, le tribunal militaire pourrait se saisir de l'affaire. Si on part aussi sur le volet crime économique qu'il y a eu, et les intimidations, les menaces et tout, il peut être attaqué devant les juridictions civiles, pénales par exemple au Burkina. Donc voilà, il y a 3 juridictions différentes, la CPI, la juridiction civile et puis la juridiction militaire, qui peuvent donc vouloir interpeller en fait ce bonhomme-là. Maintenant, il faut que les juridictions au Burkina puissent donner la garantie nécessaire que la justice sera dite de façon impartiale et totale et entière. Si cela est avéré, la CPI pourrait donc se dessaisir de l'affaire et puis laisser le Burkina gérer. Mais par contre, si ces garanties ne sont pas données, la CPI se verrait dans l'obligation de prendre le dossier en main et de juger le général. Donc nous, en tant que parti politique, c'est qu'on puisse le juger au Burkina et que toute la lumière soit faite sur les différents crimes qu'il y a eu au Burkina, dont notamment les crimes sur Thomas Sankara et puis Norbert Zongo, Dabo Boukari. Voilà, plein de dossiers sur lesquels le général est cité. D'accord. Son nom est cité sur plusieurs dossiers. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'au-delà du cas du général Diendéré et d'autres officiers et même des membres du CDP, l'ex-majorité présidentielle, que d'autres personnes puissent avoir le sentiment qu'on assiste à une chasse aux sorcières? Non, pas du tout. Nous, au MPP, notre ligne de conduite, elle est très claire. Le président du MPP l'a dit lors d'une conférence de presse, il a répété plusieurs fois. Nous, au niveau du MPP, nous n'allons cacher aucun voleur, aucun criminel. Donc, quand vous dites d'autres personnes qui se sentent pour une chasse aux sorcières, oui. Mais au niveau du MPP, nous n'allons cacher personne. Et si nous sommes touchés, les personnes répondront. Que ce soit du CDP aussi, ils doivent être dans cette logique que si leurs éléments sont impliqués, notamment dans le coup d'État perpétré le 16 septembre dernier, ils répondront. Nous avons vu par exemple le responsable du CDP, Léon Skoné, qui disait que le coup d'État il ne condamnait pas ce coup d'État. On a du mal à comprendre pour un parti républicain, un parti démocrate, qu'un membre du directoire se permet de dire que le coup d'État, le coup de force perpétré par le général et ses éléments n'est pas condamnable. Voilà, donc des gens comme ça devront répondre tôt ou tard. Est-ce que vous pouvez dire justement par rapport à l'issue de cette crise au Burkina qu'en tant que porte-parole du MPP en France, que la France y est pour quelque chose? Non, nous, on ne peut pas dire au nom du MPP que la France y est pour quelque chose, mais on peut se poser des questions. On peut se poser des questions. Mais par contre, en tant que parti politique, il est difficile de dire que la France est mêlée si on n'a pas d'éléments probants, de preuves. Tout ce que nous savons, c'est qu'il y a eu par exemple des écrits comme quoi le chef d'état-major particulier de François Hollande était en contact avec le général Gilbert Diendéré, ainsi que l'ex-ambassadeur de France en la personne d'Emmanuel Bett. Après, on peut à la lumière de ces éléments-là, extrapoler en se demandant quel est l'intérêt de la France de soutenir un quelconque putsch au Burkina. Mais en tant que MPP, on ne peut pas dire que la France est mêlée.
Mais effectivement, la question mérite d'être posée. Quand on sait que, par exemple, Blaise Compaoré, quand il faisait son coup d'État en 87, c'était des socialistes qui étaient au pouvoir. François Mitterrand à l'époque. Aujourd'hui, déjà l'année dernière, Blaise Compaoré, il est exfiltré le 31 octobre dernier par la France, François encore. Une année à peine plus tard, l'ex-bras droit de Blaise Compaoré perpétue un coup d'État au Burkina, sous toujours l'ère des socialistes. Voilà, après, ça peut être une vue de l'esprit, mais on peut se poser la question sur de telles coïncidences. Qu'un François en cache un autre, des socialistes encore, et que tout cela se répète des jeudis d'octobre. Par exemple, si on prend le coup d'État d'octobre 87, c'est le jeudi 15 octobre. Jeudi 30 octobre, soulèvement populaire contre Blaise Compaoré. Jeudi 1er octobre, reddition du général Yenguéré suite à son coup d'État. Ouais, c'est soit une logique de l'histoire ou soit simple coïncidence, mais ceux qui aiment les thèses libres pourront vraiment débattre là-dessus. Il y a matière à débattre sur ça. D'accord. Je vois que vous êtes vraiment très à cheval sur tout ce qui est jeudi, tout ce qui est François. Je vois que vous êtes assez pointueux. Aujourd'hui, au niveau du MPP, le parti dont vous êtes le porte-parole ici en France, c'est quoi les activités et c'est quoi la position future? Est-ce que vous êtes pressé d'aller directement aux élections ou il faille d'abord laisser le temps au gouvernement de transition? Alors pour nous, déjà au MPP, avant de parler d'élections, de la date des élections, ce que nous souhaitons, c'est rendre déjà hommage aux victimes. Enterrer le mort, leur rendre hommage, voir dans quelle mesure ces familles qui ont été endeuillées, qui n'ont rien demandé, mais qui ont vu leurs fils et filles partir comme ça de façon brutale, peuvent être assistées ou indemnisées. Voilà. Une fois que cela est fait, voir un peu l'état de nos blessés. Déjà, ça a déjà commencé, par exemple, à Ouagadougou. Le deuxième vice-président du parti a fait le tour des hôpitaux pour s'enquérir de l'état de santé des blessés, a fait le tour des organes de presse qui ont été endommagés. Il faut savoir que les RSP, quand ils ont perpétré leur coup, leur première action, c'était de saccager en fait des organes de presse. Donc, nous avons fait le tour pour encourager en fait les journalistes qui, malgré cette intimidation, ont continué à nous apporter les informations en temps réel. Donc, il y a eu des visites la semaine dernière, notamment sur la radio Omega, Radio Savane FM, pour voir un peu, pour féliciter ces journalistes-là. Bon, nous, au niveau de la France, nous avons aussi mené des activités avec le collectif contre la confiscation de la démocratie au Burkina. C'était 2 semaines, en fait. Pendant une semaine, on a été devant l'ambassade du Burkina pour manifester, on va dire, notre mécontentement face à cette situation, et aussi lancer un appel à la communauté internationale pour venir en aide, en fait, à la population burkinabé pour l'aider à se libérer, en fait, à se départir de ces putschistes-là. Nous allons continuer nos actions telles que nous sommes en train de le faire aujourd'hui. Et au niveau de notre bureau, nous allons faire une réunion la semaine prochaine pour déjà faire l'état des lieux de la crise, les actions que nous avons pu mener et voir ensemble les perspectives d'avenir. Donc pour nous, aujourd'hui, l'objectif, ce n'est pas d'aller tout de suite aux élections, c'est vraiment de prendre le temps, rendre hommage à nos morts, soigner tranquillement, en tout cas voir le cas de nos blessés, et entamer un dialogue avec les autorités de la transition et avec la CENI, qui est la Commission électorale nationale indépendante, pour voir dans quelle mesure nous pourrons donc fixer la date des élections, aller à des élections tranquillement sans que cela soit perturbé. Mais nous, idéalement, c'est que ça se passe le plus vite possible. Et novembre sera idéal pour que ça puisse se faire. D'accord. Le président du MPP, Macron Christian Kaboré, est un ancien du CDP. Je pense même que sa sortie du CDP a été l'un des coups fatals au CDP et qu'aujourd'hui, au niveau du parti qu'il a créé, le MPP, vous semblez être en position de favori pour, selon les informations que nous avons en notre possession, à une éventuelle élection présidentielle. Est-ce que vous pensez qu'il a pris en compte
le poids de la jeunesse dans son programme à venir, si programme présidentiel il y a? Oui, bien sûr, je suis l'exemple. Je suis relativement jeune, pour ne pas dire jeune. Et je pense que au MPP, c'est pas parce que je suis de ce parti, mais effectivement, quand on regarde les différentes, on va dire, les différentes structures de notre parti, la jeunesse est assez représentée. Nous avons une Union nationale des jeunes, qui est présidée par le camarade Abdoulaye Moussé, qui fait un travail formidable. Et d'ailleurs, les jeunes ont cotisé pour payer la caution du président. Je ne sais pas si vous êtes au courant. La caution qui est de 25 millions a été entièrement prise en charge par les jeunes du parti. Donc, c'est ce qui prouve effectivement que la jeunesse est au cœur du programme politique du camarade Rochmark Christian Kaboré. Ça, c'était l'aspect structurel, c'est-à-dire la représentation des jeunes. Mais quand on va aussi en profondeur sur la constitution des listes électorales pour les législatives, on avait promis aux jeunes 30%. Mais au finish, quand on fait le décompte, les jeunes sont représentés à 33% sur les listes électorales. Et ce n'est pas que des représentativités, c'est juste une façon aussi de permettre aux jeunes d'être des élus. Parce qu'ils sont tellement bien placés, ils sont des fois même tête de liste, que ces jeunes-là pourront donc siéger à l'hémicycle. C'est pareil pour les femmes. On a le quota de près de 30% pour les femmes, pour les législatives. Ça, ce sont des aspects vérifiables sur le terrain. Mais aussi sur le programme, dans le programme du candidat où j'ai pris une part active donc, à l'élaboration de ce programme. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau de la France, notre section a fait des propositions, vu qu'on a la chance d'être à l'extérieur et de voir un peu, d'avoir un point de vue comparatif par rapport à ce qui se passe au Burkina. Nous avons pu proposer en fait un certain nombre de points liés à l'économie, à la formation, à plein d'autres domaines qui ont donc été réversés dans le programme général du candidat. Et en cela, on peut déjà parler de la place de la jeunesse. Quant à tout ce qui est innovation, par exemple, il y aura un pôle innovation pour prendre en compte les aspirations, en fait, pour pousser les jeunes à aller sur des domaines techniques et pointus, pour encourager l'innovation des jeunes. Et aussi encourager tout ce qui est entrepreneuriat des jeunes. Voilà, pour l'instant, je ne peux pas vous dévoiler un peu les détails, mais quand viendra le moment pour en fait, l'époque de la campagne, ça sera avec plaisir que je viendrai détailler tous ces éléments-là devant vous. Mais déjà, avec les 2-3 exemples que je vous ai cités, vous voyez très bien que les jeunes ont une place assez importante dans notre parti. D'accord. Vous avez brossé un tant soit peu une petite partie économique dans le programme, comme vous avez dit, mais au jour d'aujourd'hui, le bilan de cet intermède concernant le putsch du général Diendéré a laissé des traces économiquement parlant. Nous savons tous que le Burkina est un pays qui fait partie des pays les moins nantis. Et est-ce que vous avez des solutions par rapport à cette situation-là? Comment retrouver justement les fonds? C'est vrai, il y a eu des pertes énormes. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais je pense que ça se chiffre autour de 30 milliards de pertes pour déjà rien que pour la première semaine, en termes de recettes fiscales et de recettes douanières. Mais au-delà de ça, je pense que le peuple burkinabé devrait se remotiver, redynamiser en fait le secteur économique et pouvoir travailler davantage pour récupérer, on va dire, ces 2 semaines de perte. Ça sera difficile, mais comme on dit, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Et nous, pour l'instant, on ne peut rien puisqu'on n'est pas aux affaires. Mais effectivement, dans notre programme, il y a une très belle place qui est faite quant à la relance de l'économie au Burkina Faso. D'accord. Si relance économique il y a, certainement le voisin ivoirien avec qui vous avez une étroite collaboration du fait du port autonome d'Abidjan devrait être sollicité. Ce que nous savons, le régime d'Abidjan n'est pas forcément un régime avec lequel vous avez justement des acquaintances. Est-ce que vous ne craignez pas le fait que cela puisse être un handicap? Oui, mais on n'a pas
On n'a pas de position particulière au régime en place en Côte d'Ivoire, au régime en place à Abidjan. Nous sommes un parti politique et si d'aventure on venait au pouvoir, la Côte d'Ivoire serait obligée de travailler avec nous d'État à État. Ce n'est pas la personne des présidents ou la personne des partis politiques qui prime. Même si aujourd'hui vous dites que le MPP n'a pas de relation en tant que tel avec Abidjan, il faut savoir que si toutefois nous sommes aux affaires, ça ne sera plus, on ne va plus raisonner MPP, on va raisonner en termes macro, c'est en termes d'État. Et l'État burkinabé est condamné à s'entendre avec l'État ivoirien. Tout comme l'État ivoirien est condamné à s'entendre avec l'État burkinabé. C'est comme je le disais tout à l'heure, ce sont des frères siamois et l'un ne peut pas aller sans l'autre. Donc du coup, je pense qu'en la matière, il n'y aura pas de difficulté majeure à travailler avec la Côte d'Ivoire. Même si d'aventure cela venait à se poser, il y a d'autres ports qui entourent le Burkina. C'est pas que la Côte d'Ivoire n'est pas le seul port, le seul débouché sur la mer. Mais ça m'étonnerait que pour des intérêts égoïstes, pour des intérêts personnels, on prenne en otage toute l'économie d'un pays pour assouvir, pour faire plaisir à tel ou tel hôte qu'on a hébergé à un certain moment. D'accord. Nous savons que le Burkina est un pays connu à travers le monde du fait de son président Thomas Sankara, qui est vraiment une icône dans l'imagerie de la jeunesse africaine et même internationale. Est-ce que vous pensez que le Burkina peut renaître de ses cendres après cette parenthèse assez douloureuse? Si, le Burkina commence déjà à renaître de ses cendres, puisque quand vous évoquez la période Sankara, Sankara a été quand même celui qui nous a permis de prendre conscience que le peuple sort toujours vainqueur de sa lutte. Et la preuve est que le 30 octobre dernier, 30 octobre 2014, le peuple s'est soulevé contre Blaise Compaoré qui avait quand même régné 27 ans. Et il a bouté hors du pays. Le 16 septembre dernier, quand le général a tenté son putsch, le peuple est sorti une deuxième fois pour dire non. Donc, Sankara nous a appris cet état de fait d'avoir confiance en nous-mêmes, de prendre que personne ne viendra mener notre lutte à notre place. Et c'est un héritage qu'il nous a légué. Maintenant, comment s'appuyer sur ces valeurs-là pour construire le futur? Je pense déjà que le peuple a intégré ces valeurs. Et maintenant, il faudrait que l'on arrive à capitaliser tout ça pour aller vers un essor économique, vers une indépendance financière. C'est surtout ça, en fait, qui pose problème aujourd'hui. Sinon, si ce sont les valeurs humaines d'intégrité et d'honnêteté et de vaillant peuple, ça, on l'a démontré à travers le monde. Et je pense que nul ne peut nous retirer cela. D'accord. Vous suivez bien l'émission Politique sur Def News. Kassoum, bienvenue. Merci. En tant que porte-parole du MPP, je vous laisse l'opportunité de vous adresser à vos concitoyens. Alors, merci pour cette opportunité. Je salue en tout cas l'ensemble de mes compatriotes burkinabés résidant en France ou en Europe en général, et aussi ceux qui sont au pays. C'est un honneur pour nous de vous parler aujourd'hui, de vous dire que nous vous félicitons déjà, ceux qui sont au pays, pour la lutte que vous avez menée, déjà le 30 octobre, et ces derniers jours, à savoir le 16 septembre, vous êtes sortis massivement pour bouter hors de notre pays le régiment de sécurité présidentielle, qui était quand même le bras armé de Blaise Compaoré, ce qui veut dire que la lutte n'était pas finie. La lutte qui avait été menée le 30 octobre dernier n'était pas finie. Et vous avez joué le match retour donc, en septembre-octobre récemment. Je vous tire mon chapeau, je félicite l'armée loyaliste qui a réussi à désarmer le RSP sans effusion de sang, tel qu'il nous l'avait promis. Et nous réitérons en tant que parti politique, donc le MPP, nous réitérons notre soutien ferme aux autorités de la transition, en la première personne de Michel Kafando et de Zida,
ainsi que Chérif Si, pour continuer à mener à bien la transition. Et nous vous faisons confiance pour organiser des élections libres et transparentes, en tenant compte des aspirations du peuple burkinabé, telles que toujours exprimées. Et nous demandons à la communauté internationale de nous accompagner sans vouloir nous imposer quoi que ce soit, car le peuple burkinabé est un peuple mature, un peuple qui sait ce qu'il veut, et un peuple qui sait résoudre ses différends à sa manière, comme l'a dit le président Kafando. Nous avons résolu notre problème à la façon burkinabé, et c'est ça qui est important. Donc, même loin du pays, nous sommes de tout cœur avec vous, nous suivons ce qui se passe, nous vous soutenons tel que nous pouvons, et nous demandons la paix des cœurs, et nous demandons à la justice de reprendre le relais, parce que le peuple a fait son travail, l'armée a fait son travail, la diplomatie a fait son travail en négociant pendant 48 heures avec l'annonce apostolique pour que le général soit remis sain et sauf. Il appartient à la justice de reprendre le relais, de faire une justice équitable, que le droit soit dit, et que l'ensemble des crimes commis, en tout cas l'ensemble des crimes dont le nom du général a été cité, soit résolu, que justice soit rendue, et que nous puissions enterrer nos morts, la dizaine de morts qu'il y a eu récemment, nous puissions les enterrer, et nous nous inclinons sur leur depuis. C'est l'occasion aussi de dire prompt rétablissement aux blessés. Et puis la lutte continue. Je vous remercie. Chers amis de Def News TV, vous venez de suivre la première de l'émission Politiki avec Kassoum Bienvenu, porte-parole du MPP. Et donc nous serons très heureux de vous revoir pour la prochaine fois sur Def News, la chaîne qui ose informer, promouvoir et défendre. C'était Boni Félix Niangoran. À très bientôt. Au revoir.